vous propose de vous rasseoir. On va passer maintenant, et je vais demander à Caroline Baron de OnePoint de nous rejoindre. Hop. On peut se mettre là, comme tu le souhaites. Et donc, Caroline, on a souhaité en effet que OnePoint s'exprime. Vous avez été exposant cette année à Néo Business, l'année dernière aussi, donc on est très heureux aussi de vous avoir. Puis OnePoint est un groupe qui, en effet, dans son positionnement, dans ses actions, dans les actions que vous voulez mettre en place, autour de, vous allez nous en parler, sur le régène, etc., a une vision large. Vous êtes connu comme étant une entreprise aussi du digital, où le bien-être des salariés aussi a été très, très, très souvent salué, etc. Donc on sent bien l'approche RSE assez forte du groupe OnePoint. Donc on a été tenté d'en savoir plus, et puis de la façon dont ça peut questionner le modèle de l'entreprise. Je vous laisse un certain nombre de minutes. Hop. Merci Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, OnePoint, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis plus de 23 ans maintenant, qui a été créé donc, par David Layani, avec une promesse, c'est accompagner la transformation de ses clients en utilisant le levier du numérique, du digital dans un premier temps. Mais progressivement, depuis 23 ans, les compétences, les expertises se sont renforcées, se sont étoffées. Et donc là, on a un certain nombre d'experts qui travaillent dans l'accompagnement de la transformation, qu'elle soit digitale, organisationnelle, dans le cadre de changement de périmètre, aussi dans le cadre de fusion, rapprochement de société, et également sur les enjeux de durabilité, l'accompagnement de la redirection environnementale d'entreprises. D'ailleurs, pas que d'entreprises, d'acteurs publics, d'acteurs privés et également d'acteurs publics. Donc je vous le disais, ça fait une dizaine d'années que OnePoint travaille sur les sujets de durabilité, avec 4 principales missions auprès de nos clients. Tout d'abord, le numérique responsable, parce que c'était le cœur des activités historiques de OnePoint. Également, le pilotage, l'amélioration et le renforcement du pilotage de la donnée extra-financière, la donnée ESG. La mise à disposition, la conception sur mesure et la mise à disposition par nos clients d'outils qui permettent de mieux piloter sa trajectoire carbone, mais également, parce qu'on parlait pas mal climat ce matin, également la capacité à mieux anticiper et gérer les aléas climatiques. Donc typiquement, on a développé, c'est plus de 2 ans et demi d'investissement, une plateforme qui est disponible d'ailleurs gratuitement, qui a été développée pour la Fédération nationale des travaux publics, qui s'appelle Infraclimat. Et cette plateforme, elle permet de venir sélectionner les différents scénarios du GIEC, et puis de visualiser les aléas climatiques qui vont toucher un territoire donné, avec un système de data visualisation. Donc ça, je ne vais pas citer toutes les solutions qu'on a pu développer pour nos clients, il y en a d'autres qui sont en développement. La particularité de OnePoint, c'est, on en parlait avec Henri, pardon, oui, c'est ça, excuse-moi. C'est d'avoir des chercheurs, en fait. On a un institut internalisé, et donc on a des chercheurs, des doctorants qui travaillent et qui développent des solutions et qui travaillent également sur des enjeux sociologiques, en lien avec notamment nos thématiques de durabilité. Et on a 10 chercheurs ici basés à Bordeaux, à Bègles, plus précisément à la Cité numérique. Quatrième et dernière modalité d'accompagnement, c'est tout ce qui est stratégie à empreinte positive. Donc c'est quoi concrètement ? Ça peut être renforcer sa démarche de durabilité, des accompagnements aussi sur la CSRD, dont on a pas mal parlé ce matin, j'y reviendrai rapidement dans mon intervention. Et puis c'est également finalement se projeter sur du moyen long terme et voir dans quelle mesure son business model va être impacté et peut être impacté de par les changements sociétaux et environnementaux qui pourraient potentiellement advenir. Donc des missions de prospective et puis également des missions auprès de comités exécutifs sur la manière de repenser son business model. Et la CSRD, elle aide pour ça, puisque vous le savez sûrement autour de dans cette salle, on a toute une démarche d'analyse de double matérialité avec la décomposition sur sa chaîne de valeur des impacts, des risques et des opportunités positifs, négatifs, potentiels avérés de court, moyen, long terme. Donc voilà ce qu'on fait. Et donc l'enjeu, c'était vraiment comment est-ce que finalement on accompagne cette redirection environnementale. Alors il y a plein de choses qui ont été citées ce matin, qui sont très riches. À l'instant, l'ensemble des solutions spécifiques sur le carbone. Moi, j'ai choisi volontairement d'avoir une intervention qui soit peut-être plus pratico-pratique. Concrètement, si je veux accélérer la bascule environnementale, comment est-ce que je m'y prends ? Alors, je m'en excuse par avance et je vais aller vite parce qu'il y a des choses qu'on a abordées et qu'on a déjà balayées ce matin. Les bonnes pratiques pour opérer la bascule.
Donc tout d'abord, c'est s'informer. Je pense que c'est l'objectif de ce super salon là, qui est organisé depuis hier. S'informer auprès des différents acteurs qui existent en région. L'ADI, la région Nouvelle-Aquitaine, la CCI, BPI France, l'ADEME. Il y a le portail RSE également qui a été lancé en début d'année, enfin en septembre plutôt, septembre 2023. Et via ce portail RSE, les acteurs économiques ont la possibilité, en rentrant leur numéro SIRET, ça se fait en 3 clics, d'identifier l'ensemble des réglementations environnementales qui s'appliquent à leur entreprise. Avec un module spécifique CSRD qui a été lancé en septembre dernier, qui est très bien fait. Et pour le coup, on entend beaucoup la complexité de la CSRD qui est mise en avant. Là, c'est tout l'inverse. On a vraiment quelque chose, un parcours clé en main qui permet, étape par étape, de se poser les bonnes questions et d'avancer dans sa conformité légale sur ce texte de loi. Donc s'informer. Donc s'informer, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais on a pléthore de contenus aussi qui sont disponibles en ligne. Deuxième élément, pareil, je vais un peu vite parce que je pense qu'on est tous plutôt connaisseurs ici dans la salle, c'est former. Former ses équipes et notamment former la direction de l'entreprise. Il y a différents types de formats qui peuvent exister. Il y a des fresques qui sont très médiatisées maintenant, notamment la fresque du climat. Il y a également des ateliers sur la biodiversité, les limites planétaires. Et hyper important de démarrer par la direction parce qu'on le disait aussi ce matin, avec le débat mouvant, c'est absolument le premier acteur qu'il faut pouvoir convaincre, embarquer pour pouvoir actionner des actions qui soient suffisamment impactantes et sérieuses. Donc la formation. Ça peut être également des conférences. Nous, ce qu'on voit en accompagnant les acteurs, là, depuis... moi, ça fait 15 ans que j'accompagne les entreprises de toute taille, des TPE, des startups, des grands groupes, des ETI, sur ces thématiques-là. Il y a un vrai sujet de connaissance de la part des directions des entreprises. Moi, j'entends beaucoup, « Ah oui, vous savez, Madame Baron, nous, on est le Monsieur Jourdain de la RSE, on en fait depuis toujours, donc tout va bien. » En fait, on faisait sans le savoir. On faisait sans le savoir. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui. Non. Qu'est-ce qu'on me donne comme exemple? Ah oui, regardez, nous, on fait le tri des déchets depuis 8 ans. Alors, écoutez, c'est intéressant, effectivement, mais le tri des déchets, c'est du réglementaire. Et la durabilité, voilà, ça va au-delà, et la RSE va au-delà du réglementaire. Bon, on ne le dit pas comme ça, on salue et on valorise toutes les initiatives, mais ce qu'il faut avoir en tête dans cette formation des dirigeants, et c'est absolument pas une incrimination, c'est qu'ils font leur job de dirigeants, voilà, très centrés et focusés, surtout dans des périodes un petit peu troubles, sur comment est-ce qu'on fait en sorte de rester là et de continuer à exister, et de continuer à payer des fois aussi les collaborateurs, sécuriser la trésorerie pour payer les collaborateurs à la fin du mois. Nos sujets de durabilité ne cessent de se complexifier, de s'étoffer. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui, un vrai enjeu de compréhension de l'ensemble de ces thématiques. Au-delà de la compréhension de ces thématiques et de la vision systémique de la manière dont elles interagissent les unes avec les autres, ce qu'on a vu ce matin, c'était super l'intervention avec M. Bioux, c'est OK, j'ai compris ensuite et j'ai la capacité d'avoir les outils qui me permettent d'identifier là où je dois agir. Et ensuite, j'ai une méthodologie pas trop compliquée qui me permet de me mettre en chemin. Voilà. Et donc ça c'est pas évident. Ça, aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a de nombreuses entreprises qui ont été primées, d'ailleurs pour certaines hier soir, lors des trophées résonance, qui font un super job. Mais moi, ce que j'observe, ce qu'on observe dans les boîtes, c'est que la grande majorité d'entre elles sont quand même plutôt perdues aujourd'hui, sont très focus sur la compliance, sur le reporting. C'était ta dernière question de la fin de matinée. Et en faisant, et pourquoi j'étais là, c'est parce que pendant que tu fais du reporting, tu bosses pas sur le fond. Tu bosses pas sur tes sujets. Alors c'est hyper important, parce que les banquiers, les investisseurs, les grands donneurs d'ordre vont te demander effectivement de montrer patte blanche et quelle est ta performance carbone, par exemple. Mais en faisant ça, en fait, tu ne travailles pas sur le fond et tu as moins de temps, fatalement, parce que les équipes RSE sont peu staffées. Et donc, tu as moins de temps pour améliorer véritablement ta performance, pour véritablement embarquer les métiers et faire en sorte de gagner en impact, en fait, que ce soit sur le volet environnemental et social. Bon, là, on se focus sur l'environnement. Donc, la formation, mais la vraie formation, permettre aux dirigeants de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce dont on parle et de comprendre que les sujets environnementaux sont des sujets business et que ça impacte directement la rentabilité de l'entreprise. Je pense que, Kate en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est déterminant. Il y a des parcours qui existent, spécifiques à destination des dirigeants. Et on a un super programme ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est la Convention des entreprises pour le climat.
Que OnePoint a suivi, oui. Que OnePoint a suivi l'année dernière, qui a été absolument transformative aussi pour notre dirigeant. On a 400 collaborateurs ici en Sud-Ouest. Il y a l'édition 2 qui démarre là, qui a démarré il y a 2 semaines. Donc, oui, puis on le voit ce matin avec Dalalu aussi, qui est bien entouré aussi, qui suit un certain nombre de programmes d'accélération, d'accompagnement à la biodiversité. Il faut piocher là-dedans. Et d'ailleurs, voilà, merci d'en parler. On a également les accélérateurs, les super accélérateurs qui sont proposés par la région et qui sont des programmes. Alors, qui ne sont pas dédiés aux thématiques de durabilité environnementale, mais moi j'interviens dans le cadre d'un accélérateur qui comprennent systématiquement une session sur la durabilité et très opérationnelle, qui permettent de mieux comprendre les sujets et qui permettent de savoir comment les actionner. Donc la formation indispensable, mais vous l'aurez compris, une formation qui est vraiment anglais risque, opportunité sur mon business, pour permettre à la direction de se saisir véritablement des sujets. Ensuite, déterminer ses enjeux prioritaires, ça j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Peut-être, pour être concrète, on a des référentiels aujourd'hui qui existent, des référentiels sectoriels. On a SASB, on a des guides sectoriels aussi sur les enjeux matériels identifiés par le MEDEF. On a la Global Reporting Initiative, donc je pense que ça parle sûrement à beaucoup d'entre vous dans la salle. Donc l'enjeu, c'est pas de réinventer la roue et c'est de pas passer non plus trop de temps sur l'identification de ces thématiques, autant capitaliser sur les choses qui sont déjà réalisées. On peut aller voir aussi sa fédération professionnelle pour finalement gagner du temps, encore une fois, dans l'identification des sujets principaux et se concentrer sur la mise en œuvre, sur l'action. 4e élément, Henri en parlera, c'est l'évaluation. On l'a évoqué aussi rapidement ce matin, quand on parlait finalement de l'éco-conception et de mesures. Là, encore une fois, pour être concrète et pas redire ce qu'on a dit ce matin, il existe des diagnostics et des évaluations qui sont 100% gratuites. On a cité l'Impact Score ce matin. C'est bien, pourquoi pas, c'est un premier niveau, mais c'est quand même assez macro. Donc pour être plus concret et avoir davantage de marge de manœuvre, ça peut être intéressant d'aller sur des diags qui sont proposés par la CCI. Il y avait la CCI qui était là ce matin. Il y a les diags écoflux, des diags bilan carbone, décarbonation, voilà. Et en plus, tout ça, quand on est une entreprise du territoire, quand on est une PME, c'est subventionné en général à 40 à 60%. Donc il faut y aller. Voilà, on a tout intérêt à y aller. Et puis enfin, les ACV, je ne vais pas revenir dessus, idéalement multicritères, on l'a dit plusieurs fois, et pas uniquement focus carbone. Et enfin, 5e et dernier élément, c'est renforcer ses politiques, ses engagements, en travaillant sur l'identification d'objectifs qui soient quantitatifs. Déjà en définissant des objectifs, il y en a encore trop peu dans les entreprises, et en définissant des objectifs qui soient quantitatifs, pas uniquement sur le carbone, mais sur l'ensemble des thématiques environnementales idéalement. Voilà. Je voulais vous... Ouais, je ne sais pas, il me reste peut-être peu de temps. Non, mais peut-être si on arrive sur un dernier point, mais je pense que tu arrives à celui auquel je pensais. Voilà. J'avais prévu de vous parler de la RSE comme rien pas, ça je vais passer. Mais peut-être un point qui est majeur, c'est le concept de responsabilité élargie. Pareil, on l'a évoqué ce matin quand on parle de la chaîne de valeur et de l'importance d'aller regarder son scope 3. C'est tout le sujet des achats responsables aussi. C'est indispensable aujourd'hui quand on veut renforcer son engagement. En fait, directement, surtout si on veut structurer sa démarche ou mettre un coup d'accélérateur, en fait, ça ne sert plus à rien de le faire seul maintenant. Donc voilà, s'il y a un enjeu aujourd'hui de se dire, ok, maintenant je me concentre, j'ai envie d'accélérer et je vois bien que le monde bouge et que j'ai été inspirée par ces 2 journées et j'ai envie d'aller plus loin, voilà, là c'est bien d'identifier quelques parties prenantes prioritaires avec qui on bosse bien, et puis de voir collectivement comment est-ce qu'on bâtit des plans de progrès. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Ce sera utile dans le cadre de la CSRD, dans le cadre de la CS3D qui devrait arriver prochainement. On verra ce qui se passera à Bruxelles. Et puis, en termes de trous dans la raquette, attention à bien internaliser tout ce qui est externalité négative, on l'a dit ce matin aussi. La vision prospective, je ne reviens pas dessus, Henri en parlera. Désiloter autant que faire se peut les enjeux, et donc pour ça l'approche risque-opportunité sur toute sa chaîne de valeur est indispensable. Et puis voilà, et donc ne pas hésiter à travailler en lien avec les acteurs autour de soi, et notamment les acteurs qui apportent un soutien majeur tel que l'ensemble des structures que j'ai citées précédemment, tant en termes de financement, d'information, formation et également moyens techniques. Ça marche. Peut-être un dernier mot sur le Regen.
Parce que vous évoquiez le fait que vous étiez rentré dans des programmes type CEC, mais dans ce que vous évoquez dans les évolutions aussi des offres vers les clients OnePoint, on sent bien que c'est un mouvement qui est déjà engagé. Mais sur le sujet du régène, c'est d'aller où en fait pour vous? Et c'est quelque chose qui parle déjà à des clients ou qui paraît encore complètement lointain? Alors, sur le régénératif, la réaction, une des premières réactions qu'on peut observer de la part des praticiens de la durabilité, de l'environnement, dont je fais partie, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans ces sujets, elle est plutôt dubitative, on ne va pas se mentir. Parce que c'est un nouveau concept, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on ne va pas encore revenir sur autre chose, on va plutôt aller se concentrer maintenant sur l'action. L'heure n'est plus à l'invention de nouveaux concepts. Voilà. Bon, on a quand même pris le temps de regarder ce que c'était, on s'est formé, et on trouve qu'il y a un intérêt, il y a 2 intérêts majeurs en fait dans le régénératif, il y en a 3 dans le régénératif. Le premier, c'est que on est sur une vision systémique. Là où aujourd'hui, on a quand même peu de templates, on a peu de référentiels qui permettent d'embrasser en fait, de manière systémique les enjeux environnementaux. Le deuxième intérêt, c'est que ça, dans la méthodologie, ça invite à travailler en collaboratif et donc à travailler sur son scope 3, sa responsabilité élargie. Et le troisième et dernier élément, c'est l'impact. Dans l'approche régénérative, on a de fait encapsulé l'évaluation environnementale, sociale, sociétale de ces activités dans une logique chaîne de valeur. Donc pour ces 3 raisons, on s'est dit ouais, c'est quand même assez intéressant et ce serait bien, au-delà de ce concept aujourd'hui qui est posé, qui existe et qui peut être séduisant intellectuellement, de le traduire et d'essayer de le traduire opérationnellement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit notre feuille de route régénérative. Ça, c'est le livrable imposé au sortir de la CEC. Et dans cette feuille de route régénérative, on a mis comme premier axe le fait d'accompagner des projets régénératifs ici sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Et on ne veut pas le faire de manière classique, donneur d'ordre prestataire. En fait, on a envie de s'inspirer des principes régénératifs qui sont transmis dans la formation, dans l'organisation même en fait, du projet. Et donc concrètement, on va créer une association, un lab à visée régénérative, qui fédérera des acteurs publics, privés du territoire et également des experts en prospective, des experts en mesure, en évaluation, des soutiens également institutionnels, financiers, qui veulent accélérer la bascule en fait, vers la création d'impact positif net sur le vivant, humain, non humain. Et on ne veut pas le faire, alors parce qu'il y a des cabinets parisiens, voilà, notamment, enfin c'est pas pour critiquer les Parisiens, je viens de Paris, mais il y a des cabinets qui se positionnent sur le régénératif, mais qui ont une approche très stratosphérique en fait, c'est très loin des réalités. Bon, donc nous on veut faire tout l'inverse, on veut rester bien les pieds sur terre, ici dans le territoire, on veut identifier, on a déjà des boîtes intéressées, donc des projets d'expérimentation, peut-être 2-3 projets pour démarrer, pour pas que ce soit trop compliqué. Et puis, regrouper en fait les parties prenantes clés pour travailler dans une logique de filière et évaluer l'impact régénératif. Donc ça veut dire une évaluation à T0, établissement d'un plan de progrès sur la base en fait, de cette évaluation d'impact et donc des guidelines, enfin des recommandations d'amélioration. Et puis ensuite, 12 à 18 mois après, refaire l'évaluation pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on a progressé ou pas, si oui, comment, quels sont les leviers qui ont pu faciliter, quels sont les freins. Et ensuite, l'enjeu, c'est de faire un retour d'expérience, de pouvoir, si besoin, développer un outil qui permettrait de faciliter, d'accélérer pour pouvoir dupliquer des projets qui créent davantage d'impact, soit dans d'autres filières d'activité ou alors sur d'autres territoires. Très bien, très bien. Ok, merci beaucoup Caroline. Merci. Félicitations. On voit que vous passez la barre haut en termes aussi d'ambition. C'est très intéressant de voir qu'un acteur du digital comme ça aussi développe des offres toujours plus tournées vers ça. Donc c'est intéressant. Ça, je pense, ça donne plein de matière. On va pouvoir continuer les débats et les sujets. Il y a quelques affirmations qui sont aussi en lien avec ça. Donc je vous propose qu'on enchaîne.